Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Rose sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment les hydravions sans équipage peuvent soutenir les opérations de base expéditionnaire avancées. Les services maritimes ont une longue histoire, bien que dormante, avec les hydravions. Le premier avion que l'US Navy ait jamais acheté était un hydravion amphibie en 1911. Le corps des Marines a acheté son premier en 1913. Les premiers hydravions monomoteurs et les grands hydravions multimoteurs ont été utilisés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale pour la reconnaissance de la flotte. Guerre anti-sous-marine, ASW, repérage également pour les tirs navals, déploiement de mines, sauvetage des aviateurs abattus et attaque de navires ennemis. La guerre froide a vu les hydravions progressivement remplacés par des avions de patrouille terrestre qui étaient plus rapides, plus abordables à exploiter et suffisamment flexibles compte tenu d'un réseau de bases aériennes. La marine a retiré son dernier hydravion en 1967. Aujourd'hui, comme pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis se concentrent sur la concurrence avec une puissance navale vaste, agressive, de haute technologie dans le Pacifique. Les frontières nationales, les gouvernements et les alliances ont changé dans cette région vitale. Ce n'est pas le cas de la géographie. Les distances dans le Pacifique restent immenses, tandis que la poignée de bases aériennes régionales dont dépend la force conjointe dans la projection de puissance et le maintien en puissance sont des cibles évidentes. Les hydravions ont attiré l'attention en tant que solution à la tyrannie de la distance. Mais l'attention s'est concentrée sur les grands hydravions habités pour les tâches de logistique et de soutien. Mais une famille émergente de petits hydravions sans équipage, des drones, pourrait être utilisée dans des rôles tactiques plus risqués. De tels véhicules sont développés pour remplir des rôles maritimes commerciaux qui nécessitent endurance, mobilité et flexibilité. Ces attributs correspondent bien aux exigences aux opérations de base expéditionnaire avancée EABO qui passent les unités du corps des Marines dans les bases austères à l'intérieur de la zone d'engagement d'armes WEZ de l'adversaire pour soutenir une campagne navale plus large. Le corps des Marines devrait construire des escadrons d'hydravions sans équipage pour soutenir les régiments côtiers des Marines, MLR. Répartis en détachements mobiles maritimes, les escadrons contribueraient à tout le spectre de la compétition, assurer la surveillance maritime des forces interarmées et alliées pendant la campagne, maintenir le contact avec les forces navales adverses dans la phase de dissuasion et soutenir plusieurs chaînes de destruction en cas de conflit. Grâce à une petite taille et des faibles coûts, leur capacité à opérer à partir de milliers de kilomètres de côte fournirait une plateforme flexible, mobile, persistante et rentable pour la force de réserve. Debout pour se tenir debout, et oui, depuis 2019, le corps des Marines s'est redéfini comme une force de remplacement, persistant à l'intérieur de la WEZ d'un adversaire et opérant avec les alliés et des partenaires, établissant ainsi l'avant-garde d'une défense maritime en profondeur. En tant qu'yeux et oreilles terrestres d'une campagne navale, les forces de remplacement fournissent à la flotte des services persistants de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de ciblage ISRT et de contre-ISRT. Les ABO est à l'origine de changements majeurs dans la façon dont le corps des Marines est doté, formé et équipé. La deuxième édition du manuel provisoire pour les opérations de base expéditionnaire avancée, le ABO, a identifié 6 attributs fondamentaux des forces de remplacement. Les hydravions sans équipage offrent chacun des avantages, mais 3 se démarquent. Persistance. Se déplacer avec un haut degré de flexibilité dans des zones de terrain maritime clés, présenter une posture légère, se maintenir dans un environnement austère et se protéger de la détection et du ciblage. Le ABO réduit la dépendance à l'égard de bases fixes et d'infrastructures facilement ciblables. Faible signature. Gérer soigneusement les signatures à tout moment, en particulier lors de mouvements et de manœuvres localisées.
Rentabilité. Petits, nombreux, dispersés, relativement simples à entretenir et difficiles à cibler, ce qui inverse le calcul coût-bénéfice d'un adversaire lorsqu'il décide de s'engager ou non et de bouleverser la stratégie d'imposition des coûts. Les systèmes aériens sans pilote UAS drone, en général, doivent nécessairement jouer un rôle important dans le cadre des capacités aériennes des forces de réserve. Malheureusement, la majorité des UAS du ministère de la Défense américaine sont coûteux. 28 milliards de dollars pour un MQ-9 Reaper, par exemple. Peu persistant face à la résistance et incapable de s'imposer dans des environnements contestés. L'aide recherchée, c'est des scouts maritimes qui valent le risque. Et oui, les plateformes soutenant les forces de remplacement doivent être risquées et rentables. Rechercher la capacité de survie de chaque plateforme individuelle n'est pas une bonne idée. Au lieu de cela, les systèmes devraient comprendre des unités peu coûteuses, répartissant les capacités sur plusieurs nœuds. De cette façon, le système resterait performant malgré la perte de certaines plateformes individuelles. Une telle approche pourrait modifier le calcul coût-bénéfice d'un adversaire, remettant en question l'intérêt de lancer un avion de combat coûteux ou de dépenser un missile de plusieurs millions de dollars pour abattre un drone bon marché et facile à remplacer. Les hydravions sans équipage dronisé, disponibles dans le commerce, constituent un secteur de niche sur le marché multimilliardaire des UAS. Les variantes incluent des hydravions sans équipage équipés de pontons, des hydravions qui utilisent leur coque sur la flottabilité et les amphibiens avec des roues et des flotteurs qui permettent des opérations depuis la terre et la mer. Les utilisations commerciales actuelles des hydravions sans équipage comprennent la livraison de fret en mer, la surveillance des océans, la sécurité maritime, la recherche et le sauvetage maritime, le soutien agricole, la surveillance des infrastructures pétrolières et gazières et le suivi des poissons et de la vie aquatique. ISRT, à toute fin pratique, le marché des UAS commerciaux récompense les faibles coûts d'acquisition et d'exploitation, de sorte que l'adaptation des modèles commerciaux bénéficierait à la force de remplacement. La société japonaise Space Entertainment Laboratory propose par exemple le Amadori 3000 pour environ 225 000 dollars par avion. Les avions pèsent généralement entre 150 et 450 livres chacun, ce qui correspond exactement à la catégorie intermédiaire UAS Group 3 du ministère de la Défense. Ils peuvent être lancés ou récupérés dans des conditions de mer modérément hautes et rester en l'air pendant plusieurs heures. La vitesse n'est pas vitale, la plupart naviguant à moins de 100 nœuds. L'endurance est la considération clé, variant de seulement 2 heures à 15 heures. Grâce à leur petite taille, de nombreux véhicules aériens sans équipage UAV hydravion ont des besoins en carburant modestes, ce qui améliore les coûts et réduit les charges logistiques. Le développement continu des technologies à pile à combustible et de batteries à hydrogène pourrait encore améliorer les deux. Mobilité et persistance. Les bases aériennes fixes du Pacifique sont rares et constituent des cibles évidentes. Les récents Wargames du Centre d'études stratégiques et internationales examinant un conflit potentiel dans le Pacifique occidental ont indiqué que les attaques de missiles sur les bases aériennes américaines et alliés pourraient détruire des centaines d'avions au sol et laisser de nombreux aérodromes dévastés et au moins temporairement inutilisables. Un UAS à hydravion serait beaucoup moins vulnérable à cette menace, car sa capacité à opérer depuis n'importe où dans les littoraux offrirait la mobilité, la flexibilité et la résilience qui manquent aux avions terrestres avec équipage et sans équipage. Cet avantage n'est nulle part plus évident que dans la première chaîne d'îles stratégiquement vitales, un arc de 3000 miles de long qui s'étendent des îles Kuriles à l'extrême nord, au sud-ouest en passant par le Japon, Taïwan, les Philippines et jusqu'à la mer de Chine méridionale. Les Philippines, situées au milieu de la première chaîne d'îles,
à côté des voies de communication maritime vitales de la Chine, sont en première ligne de la compétition. Avec 7600 îles et une masse terrestre similaire à celle de l'État de l'Arizona, l'archipel s'étend sur 800 miles du nord au sud et possède 22 000 miles de côte. Mais il compte moins de 50 aérodromes pavés de 5000 pieds ou plus, soit la longueur requise pour de nombreux avions pilotés et drones à grandes ailes, et ceux-ci possédant une superficie totale d'environ 50 000 carrés, offrant une liste de cibles assez simple à un adversaire qui souhaite perturber les opérations terrestres du TRIS. Il convient de noter que le 8 décembre 1941, les attaques impériales japonaises contre les Philippines ont détruit près de la moitié des bombardiers terrestres de l'armée de l'air américaine et une proportion importante de ses chasseurs au sol, tandis que les hydravions dispersés de la mer n'ont subi que 5% des pertes. En revanche, les opérations ISRT, distribuées par hydravions, nécessiteraient que la Chine maintienne une surveillance constante sur 40 000 miles carrés de côtes, de plages, de rivières et de lacs. Ensuite, les forces chinoises seraient confrontées au défi de suivre, cibler et engager rapidement toutes les cibles qu'elles identifieraient. L'escadron d'hydravions sans équipage, VMUS, serait équipé d'environ 18 petits drones d'hydravions, organisés en 3 détachements de 6 drones, chacun doté d'un ou plusieurs systèmes de contrôle de mission portables. Chaque détachement comprendrait peut-être 8 à 10 Marines possédant les compétences nécessaires pour soutenir, exploiter et entretenir les véhicules et systèmes qui leur sont assignés. Le détachement voyagerait dans de petites embarcations similaires aux anciens bateaux de commandement fluviaux de 53 pieds de la marine. Ceux-ci fonctionneraient comme des annexes d'hydravions miniatures, se déplaçant fréquemment dans toute la région. Le corps des Marines a identifié 7 tâches principales pour les unités aéronautiques: la guerre électronique et cybernétique, l'appui aérien offensif, la surveillance et la reconnaissance aérienne, le commandement et le contrôle multidomaine, la guerre antiaérienne, le soutien d'assaut et le soutien au sol de l'aviation. Les détachements VMUS seraient capables d'échanger les charges utiles de mission pour soutenir les 4 premiers. On dit souvent qu'il est impossible d'instaurer la confiance, et l'un des principaux fondamentaux de l'EABO est de construire à l'avance grâce à un engagement précoce et constant avec les alliés et partenaires locaux pour contrer les réseaux de menaces, préserver l'accès et façonner le théâtre des opérations futures. La capacité d'un VMUS à persister dans les littoraux contestés tout en conservant une petite signature lui permettrait d'être présent avant le début des hostilités, soutenant un MLR déployé vers l'avant et contribuant à toutes les phases de compétition. Durant la phase de campagne, un VMUS équipé d'un radar de recherche maritime et ou de capteurs électro-optiques et infrarouges et OIR fournirait aux alliés des capacités critiques de connaissance du domaine maritime. Les missions soutenues comprendraient la formation avec les militaires et les gardes-côtes du pays hôte, la lutte contre la piraterie, la contre-insurrection, la lutte contre le terrorisme et la sécurité maritime générale. La phase de campagne permettrait à un VMUS d'exercer l'ensemble de ses capacités expéditionnaires. Surtout la disponibilité d'UAS pour hydravions bas de gamme pourrait libérer des plateformes habitées et sans équipage plus grandes, plus performantes et plus coûteuses pour des tâches haut de gamme liées à la dissuasion. Par exemple, libérer un coûteux P8A Poséidon à longue portée d'une faible portée, mission de surveillance maritime de fin mieux adaptée à un drone et permettant au P8A de détecter, suivre et engager les sous-marins ennemis. Le concept pour les forces de réserve affirme que pour que la dissuasion réussisse, elle doit façonner la pensée d'un agresseur potentiel. Il n'est pas seulement nécessaire que les adversaires soient observés, ils doivent également savoir qu'ils sont observés et qu'une telle observation
présentent le potentiel d'une attaque ou d'autres conséquences néfastes. Les détachements VMUS rempliraient ce rôle en fournissant une capacité de surveillance mobile à haute endurance et manifeste sur les navires adversaires potentiels dès qu'ils rentrent dans l'espace de combat littoral, en particulier dans les points d'étranglement maritimes. L'UAS de l'hydravion serait équipé de capteurs légers capables de suivre et d'identifier des cibles telles que les OIR ou la mesure des signaux électroniques. Dans une chaîne de destruction par incendie maritime, un drone hydravion compléterait les capacités de drones plus grands à moyenne et haute altitude et à longue endurance tels que le MQ-9 Reaper ou le MQ-4 Triton. Ces drones seraient utilisés pour trouver une cible, puis se tenir à l'écart, tandis qu'un véhicule plus risqué serait utilisé pour fixer et suivre la cible, tout en collectant des renseignements vitaux en matière de guerre électronique et en maintenant le contact jusqu'à ce qu'un ordre de tir soit donné lorsque le conflit arrive. Un essaim de 18 drones hydravions, VMUS pour l'ISRT, préserverait les drones haut de gamme coûteux et vulnérables pour les tâches de recherche à grande échelle pour lesquelles ils sont mieux adaptés. Lorsque la dissuasion par l'observation n'est pas un objectif, un hydravion sans équipage pourrait également profiter de l'environnement maritime pour éviter d'être détecté et ciblé par les forces adverses. Sa petite taille et sa capacité à fonctionner à seulement quelques pieds au-dessus de l'eau et même temporairement sur l'eau pourrait réduire la distance à laquelle les capteurs de surface adverses pourraient le détecter jusqu'au bruit de mer et à la réflexion et aux projections d'eau, chacun d'entre eux peut perturber les capteurs. Si la dissuasion devait dégénérer en conflit, les VMUS déjà présentes sur le théâtre et en nombre seraient nettement utiles. Pour garantir que les drones des hydravions ne soient pas en mesure de maintenir la trace de leur navire, une force de surface adverse devrait détailler un peu plus grand nombre de plateformes de grande capacité pour les opérations de contrôle, ou bien équipés de systèmes de communication appropriés, les drones d'hydravion pourraient maintenir des réseaux vitaux entre les plateformes de ciblage, les commandants tactiques et les unités de tir, telles qu'une batterie de missiles de frappe navale MLR. Dans tous les cas, de nombreux drones d'hydravion seraient probablement abattus, mais leur faible coût permettrait de disposer d'un stock suffisant pour permettre un remplacement rapide. La présence persistante et omniprésente des drones d'hydravion à l'intérieur de la WES de l'adversaire suggère des rôles potentiels supplémentaires. Par exemple, les dirigeants du corps des marines ont exprimé leur intérêt à soutenir la mission de guerre anti-sous-marine, ASW. Les drones hydravions équipés de détecteurs d'anomalies magnétiques ou d'autres capteurs légers pourraient rechercher les sous-marins ennemis, en particulier au point d'étranglement maritime. Un détachement VMUS pourrait maintenir une barrière presque continue avec un taux de revisite élevé, refusant le passage non détecté aux sous-marins en transit. Associer un hydravion sans équipage à un hélicoptère équipé de torpilles pourrait compléter la chaîne de destruction ASW. Penser petit à petit pour gagner grand sur les littoraux, c'est le ministre de la Défense qui semble parler de ces petits systèmes sans équipage bon marché qui auront un rôle majeur à jouer dans les conflits futurs. L'ancien chef de la recherche navale, le contre-amiral Lorin Selby, a observé en 2021 que les petits, les agiles et le grand nombre ont le fort potentiel de définir l'avenir dans un mode où les grands et les complexes sont soit trop coûteux à générer en masse, soit potentiellement trop vulnérables pour être mis en danger. La secrétaire adjointe de la Défense, Kathleen Hicks, a créé la Réplicateur Initiative pour fournir rapidement des systèmes sans équipage qui sont petits, intelligents, bon marché et nombreux. Les opérations en Ukraine ont fourni des preuves concrètes de la valeur des petits systèmes bon marché et nombreux sans équipage. Le moment est venu pour le corps des Marines d'explorer plus en profondeur ce concept disruptif. La mise à jour annuelle 2023 de Force Design 2030 indique que d'ici l'été 2024, le quartier général du service
devra identifier les moyens d'augmenter et de maintenir une présence persistante de l'aviation maritime sur les étendues physiques de la géographie littorale et à l'intérieur de la ouest d'un adversaire. L'intégration d'un système hydravion sans équipage dronisé disponible dans le commerce dans son cycle de wargaming, d'analyse, d'expérimentation et d'exercice montrerait si cette nouvelle application de la plateforme originale de l'aviation navale pourrait contribuer de manière significative à la capacité du corps des Marines à rester mobile, capable de survivre et mortel dans les littoraux contestés. L'auteur Matthew Cosnell de tout ce texte et que je viens de vous lire est une analyse de recherche opérationnelle au sein de la division aéronautique du Naval Air Warfare Center à Patuxent River dans le Marineland. Ancien officier à bord de la marine, il est titulaire d'une maîtrise en analyse de systèmes de la Naval Postgraduate School. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.